Ce qu'on vous propose, c'est dans la première question d'avoir la même question pour toutes et tous, à savoir une question assez simple, qu'est-ce que vous retenez de cette étude, en termes notamment de connaissances sur les personnes, et ensuite une question un peu plus spécifique pour chacune et chacun au regard de vos travaux. Et je propose de commencer par vous, Axel Brodinolino. Donc vous êtes historienne et notamment spécialiste de ce sujet. Donc qu'est-ce que vous retenez ? J'en retiens que pour une fois, on parle d'histoire et que c'est quand même extrêmement rare finalement dans les études. Non, mais qu'il y a un énorme travail, vraiment, je vous invite à le lire parce qu'il y a un énorme travail de lecture bibliographique et de synthèse qui a été fait. Alors, sur la base de verbatim, hein, ils n'ont pas fabriqué leurs analyses, ils ont mis bout à bout, un peu comme un puzzle, les travaux des historiens, mais pas que. Et du coup, ça fait quand même un vrai exercice de vulgarisation. Alors, personnellement, moi, j'ai pas appris grand-chose en histoire, mais je suis contente par contre que ça donne à lire l'histoire aux autres parce que finalement, on la lit assez peu. On la lit assez peu et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils appellent la socio-histoire, c'est effectivement une forme de socio-histoire, avec l'idée, en fait, l'idée de la socio-histoire, c'est mieux comprendre comment le passé pèse sur le présent et donc cet exercice de plus d'un siècle. Et pour moi, l'histoire, je vous invite à le lire comme ça, c'est important par le terme de sens. L'histoire, c'est le sens au sens la signification des choses et la direction dans laquelle on va. Et je pense que c'est cette perspective qu'ils ont adoptée, à la fois d'essayer de voir, ou en tout cas de vous donner à voir, parce que c'est très peu prescriptif comme travail. Ça vous donne la liberté d'en penser ce que vous voulez, dans quelle direction on va et qu'est-ce que ça signifie. Et ils ont pour ça porté attention, et l'histoire porte attention à deux phénomènes importants, ce qui change et ce qui ne change pas. Et les deux sont tout aussi importants. Qu'est-ce qui ne change pas et pourquoi ça ne change pas ? Pourquoi c'est telle pesanteur, ces récurrences dans les publics qui puissent toujours à des raisons à la fois démographiques, économiques, politiques, de mentalité, etc. Et c'est très bien montré. Et qu'est-ce qui change et pourquoi ça change ? Et donc, c'est vraiment ces deux façons d'approcher les choses dans les publics que je vous invite à aller regarder et à les lire. Je voudrais dire aussi déjà qu'on rêve d'avoir ce travail sur la France entière parce qu'en fait, les analyses concerne la France entière, mais en fait, après, le zoom, il est fait sur la région parisienne et on aimerait tellement, en tout cas pour ce qui n'est pas de l'histoire, qui est traitée de façon vaste, voilà. Un petit mot aussi sur le terme de sans domicile, d'errance qui a été choisi par rapport au terme de sans domicile. Donc, ils vous ont justifié par le fait, je pense que ça a un vrai intérêt, par le fait qu'effectivement, c'est plus large, un peu plus large que le terme de sans domicile. Et vous ne l'avez pas explicité, mais vraiment, il faut avoir cette approche en termes de continuum des publics. Chacun est susceptible de faire des allers-retours d'une catégorie à l'autre, sans abri, sans domicile, sans logement personnel, etc. Et c'est assez fécond d'avoir ce que vous avez formalisé, errance géographique, errance institutionnelle, errance au quotidien. Quand on parle de sans domicile, on a envie d'avoir une réponse en domicile. Quand on parle d'errance, on a envie d'avoir... Voilà, c'est comme parler de pauvreté et d'exclusion, ça n'est pas la même chose. Les mots ont un sens. Et choisir de s'approprier les terminologies des acteurs, c'est une forme de respect pour ce que vivent les gens sur le terrain. Et ça apporte aussi des idées dans les réponses qu'on doit apporter. Je ne suis pas plus longue parce que on pourrait dire plein de choses, mais c'est déjà... Merci beaucoup. Déjà, merci pour ces mots. C'est quand même agréable quand on publie quelque chose que ça va. Et merci aussi de souligner les questions entre continuité et rupture et l'importance de la focale que vous dites dans la plupart de vos travaux également, qui est faite sur la période contemporaine, mais qui en fait prend ses racines bien plus loin. Je me tourne maintenant vers Tommaso Vitale, donc doyen de l'école urbaine de Sciences Po. En quelques mots, qu'est-ce que vous retenez à la fois en termes de connaissances et sur l'étude ? Merci beaucoup. Alors, première chose, moi, je veux dire que j'ai appris énormément, okay? Mais beaucoup, beaucoup. Et j'ai beaucoup apprécié le rapport, y compris la qualité de l'écriture et de la narrative. C'est un livre et c'est un livre à lire. Moi, je retiens, si je dois faire ressortir une chose, c'est la dimension territoriale de la pauvreté, de l'extrême pauvreté, de la grande pauvreté. Et je pense que c'est quelque chose qui ressort grâce à la qualité de l'articulation des sources et des données qui sont en même temps spatiales, cartographiques,
qualitatif, historique, comparatif, qui se déploie sur le temps, mais qui arrive toujours à identifier des lieux qui sont des lieux ressources et des zones de fragilité. Et je pense que pour moi, cette lecture a été vraiment, comment dire, moi je vois en moi une discontinuité dans ma façon de penser avant et après la lecture. En fait, après la lecture, je vois un territoire qui est le Grand Paris, qui a tendance à se différencier par rapport aux autres territoires et qui, à son interne, face à la grande pauvreté et à l'errance, est très, très différencié. Et il est différencié, je ne sais pas si vous avez observé, d'une façon un peu différente par rapport au découpage qu'on voit d'habitude. Bien sûr, il y a toujours le découpage Est-Ouest, mais ce n'est pas exactement la même géographie. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Cette approche territoriale que vous avez développée et qui permet de voir, ça pourrait nous permettre de ensuite réfléchir, penser, articuler, aménager, penser en plan, faire des politiques publiques. Mais pour moi, c'est vraiment le territoire que je retiens. Je retiens aussi une deuxième chose. Je retiens le fait qu'il y a des formes de réponse très différenciées. Chacune a son histoire, a ses cultures organisationnelles, et que le fait d'avoir listé l'ensemble de services, d'opportunités, d'activités, d'interventions, de formes de solidarité concrètes, nous permet aujourd'hui d'avoir, comment dire, la complète. Et pour moi, je retiens vraiment cette image d'ensemble. Je voudrais être clair, je pense que j'avais un petit peu de connaissance de chaque service. Mais le fait de voir en termes historiques et synoptiques, c'est-à-dire comparatifs un après l'autre, cet ensemble de ressources, une après l'autre, ça m'a permis de penser les formes d'articulation. Alors, moi, je ne crois pas trop aux politiques intégrées, c'est-à-dire que demander aux personnes qui font déjà une activité de prendre en charge sur leurs épaules l'intégration de l'ensemble, mais je crois beaucoup à la gouvernance d'ensemble. Et c'est très bien d'avoir des interventions, comme vous les avez décrites, avec une qualité empirique et narrative vraiment magnifique. Et c'est très bien d'avoir décrit un système d'intervention différencié, mais exactement car elles sont différenciées et elles ont des publics légèrement différents et font des activités avec des compétences légèrement différentes. Aujourd'hui, il est possible de voir et réfléchir à leur articulation, pas comme un poids qui écrase les opérateurs, mais comme un défi de gouvernance unifiée. Donc moi, je retiens la possibilité de penser des choses que je n'ai jamais vues avant. Merci beaucoup, Tommaso. Donc Pierre-Éloi, donc vous êtes démographe et sociologue, spécialiste du sujet. Ben, qu'est-ce que vous retenez vous-même ? Difficile de passer après ce discours de Tommaso. Tout d'abord, ce que j'en retiens, c'est une revue de littérature qui est extrêmement conséquente. Et dans ça, je rejoins tout à fait les propos d'Axel. Une démarche en plus pluridisciplinaire où en fait il y a eu une enquête et des entretiens qui ont été menés avec un certain nombre d'acteurs et notamment des acteurs universitaires. Qui va permettre d'avoir un point de vue historique, sociologique, démographique autour des questions des politiques publiques en fait, et qui va permettre d'avoir une vision quasi exhaustive de ce
qu'a été, de ce qu'est à l'heure actuelle la question du sans-abrisme, du sans-domicilisme, et plus exactement des personnes qui vivent en marge du logement depuis plusieurs décennies. La démarche qui se veut en plus archivistique, qualitative et quantitative, elle met vraiment, je dirais, en avant les données qui ont été produites et dans le même temps, en parallèle, en miroir, l'absence, le manque parfois de ce qui n'a pas encore été fait. Et je trouve que les conclusions et les pistes en ça, elles sont assez fécondes et elles nous poussent aussi, nous en tant que chercheurs, à approfondir, je dirais, certains champs. Et elle permet aussi de faire un bilan de toutes les recherches qui ont été produites. Et ces formes de bilan, on les retrouve par exemple dans certaines thèses qui sont produites, mais elles se situent généralement dans un champ disciplinaire. Et donc là, ça permet vraiment de faire aussi l'exhaustivité de ce qui a pu être produit. Et je souligne aussi la qualité du rapport et la qualité de la cartographie. Enfin, j'imagine que vous avez dû travailler, j'en parlais avec Chloé tout à l'heure, avec tout un ensemble de personnes à la pure. Et en ça, je trouve qu'il y a vraiment un travail incroyable qui a été mené. Ce travail donc, qui permet de décloisonner, il touche à tout un ensemble de disciplines. Et je reviendrai peut-être plus spécifiquement sur la catégorie d'errance que vous mobilisez. Alors c'est une catégorie qui est, je dirais, en dehors du champ académique, hein, justement, qui est peu mobilisée par les chercheurs. Et dans le même temps, à la lecture du rapport, alors le rapport est assez conséquent, hein, ça fait plus de 200 pages, donc il faut, voilà, c'est quelque chose dans lequel il faut vraiment se plonger, mais il est aussi extrêmement riche et extrêmement intéressant. Donc cette catégorie d'errance, elle est fonctionnelle, elle est dans le même temps analytique parce qu'elle met justement le rapport de la mise en errance, c'est-à-dire l'effet des politiques publiques sur les trajectoires de ces personnes. On n'est pas du tout sur une errance individuelle ou une errance qui pourrait être qualifiée même de romantique dans la littérature. On est vraiment sur l'effet des politiques publiques sur les personnes, avec parfois des mobilités extrêmes, que ce soit dans les structures d'hébergement, notamment les structures d'hébergement d'urgence, que ce soit la mobilité liée aux expulsions, aux évacuations de camps, de campements. Et on voit aussi, et ça on le soulignait tout à l'heure, la permanence en fait de cette mise en errance des personnes. En ça, on peut aussi, et ça je trouve que c'est assez intéressant, c'est le lien avec les politiques migratoires, justement de cette mise en errance par d'autres politiques, mais qui produisent en fait les mêmes effets, que ce soit les politiques d'obligation de quitter le territoire français, d'éloignement du territoire français plus globalement, ou encore la politique de décentralisation du dispositif national d'accueil qui vient lui aussi créer de l'errance. Et cette catégorie de l'errance, elle est aussi paradoxale avec un autre élément qu'on retrouve beaucoup dans la littérature, qui est celui de l'enfermement. La question de l'enfermement, elle était historiquement très présente dans la gestion de ce problème public des personnes sans abri par les dépôts de mendicité, et elle a évolué dans les années 90 avec justement un volet social qui s'est fortement développé auprès de ces populations-là. Mais dans le même temps, cette catégorie de l'enfermement, on la retrouve, elle persiste aussi dans certaines formes, parce que il n'y a pas une disparition complète des lois anti-AZF, anti-mendicité qui reviennent en fait à certaines périodes et qu'on revoit réapparaître. Et elle est permanente aussi pour une certaine catégorie de la population, qui est aussi ici la population migrante, c'est-à-dire que en plus de cette mise en flux ou mise en errance, il y a aussi cette permanence de l'enfermement, enfermement dans les centres de rétention administrative, enfermement dans les hotspots, dans les pays en bordure de l'Europe ou à l'extérieur de l'Europe, qui ont des conséquences aussi justement sur l'errance de ces personnes et sur les trajectoires de vie et les situations de précarité qu'elles vivent aussi en France. Et voilà, je trouvais que le rapport entre l'errance et l'enfermement, ce paradoxe en fait, qui est un peu une toile de fond en fait dans le rapport, qui n'est pas forcément soulevé, mais qui je trouve peut être aussi assez fécond en termes de pistes de recherche. Voilà, merci. Merci beaucoup. J'en profite pour dire que les cartographies ont été faites par Gustavo Vella et Anne Servet, qui est dans cette salle pour Anne, et Gustavo ne peut pas être là. Que l'on remercie. Ni Chloé, ni Émilie, ni moi ne savons faire de cartes. Et donc, merci beaucoup. Donc, on retient un peu les continuités dans la rupture, l'approche territoriale, le besoin d'une vision intégrée de la gouvernance dans un sujet qui appelle un ensemble de politiques publiques, également
un lien entre l'errance et l'enfermement. Et donc finalement, du point de vue de la statistique publique, que nous apprend ce rapport Thomas Lelouch, directeur de projet Grande Exclusion à l'INSEE. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Alors, du point de vue de la statistique publique, moi j'ai appris énormément de choses. Déjà parce que comme ça a été dit, c'est-à-dire que c'est une vue d'ensemble qui, avec une approche pluridisciplinaire qui traite le problème dans sa globalité. Donc moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup appris sur la mise en perspective historique de la problématique, mais aussi les débouchés en termes de politique publique. C'est vrai que nous, à l'INSEE, évidemment, notre cœur de métier, c'est vraiment d'écrire de manière objective les situations, et c'est ce que vous faites dans la deuxième partie. Et là aussi, je trouve qu'un apport majeur, c'est d'avoir réussi finalement, quelque part, à rassembler des données. En fait, on se rend compte qu'il y a énormément de données qui existent, qu'elles sont toutes faites de manière disséminée, décentralisée, décoordonnée, et vous avez réussi vraiment à rassembler l'ensemble des données stats publiques, les données des professionnels de terrain, les données des chercheurs, bref, toutes ces données, et vous avez essayé de les mettre en cohérence et d'essayer d'en tirer vraiment de la connaissance pure. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, un apport majeur, je trouve, de l'étude. Et voilà, donc moi, j'ai beaucoup appris, donc merci beaucoup pour ça. Du point de vue de la stat publique, je dirais que moi, ce que je retiens de cette analyse, c'est l'importance, même le caractère fondamental des concepts et des définitions, des périmètres dans ce qu'on essaye de définir. Je dirais l'importance, mais aussi les difficultés que ces définitions et ces concepts recouvrent. Alors, vous connaissez peut-être la distinction assez classique sans-abri, donc personne à la rue, versus sans domicile. On va ajouter les personnes qui sont hébergées en centre et à l'hôtel. Ça, c'est une définition qui est celle de la statistique publique aujourd'hui. Au passage, j'ai été très étonné et j'ai appris donc de voir que finalement, dans le temps long, quand on regarde les personnes sans abri, il n'y a pas une évolution majeure des effectifs en termes de volume et même des profils, hein, quand on regarde les proportions de femmes. Ça, c'était particulièrement intéressant. Et finalement, c'est vrai que sans abri, quelque part, c'est assez simple, entre guillemets, c'est une personne qui est à la rue. Mais dès qu'on dépasse la catégorie sans-abri, on cherche à aller sur sans domicile. Là, on voit que c'est intimement lié en fait au dispositif institutionnel, aux politiques de prise en charge. Donc, sans domicile, ça va être aujourd'hui les centres d'hébergement, les personnes hébergées à l'hôtel grâce au SAMU social ou au SIAO. Mais c'est quoi sans domicile en 1900 en fait, en 1700, en 1800 bon, je ne sais pas, mais je me suis posé la question en lisant le rapport, en tout cas la première partie. Est-ce que les dépôts de mendicité, on les aurait mis dedans? Les asiles de nuit, les garnis, je ne sais pas. Non, mais c'est une vraie question. Et du coup, quelque part, ça montre que les définitions, elles évoluent au fur et à mesure des époques. C'est important, c'est même fondamental. Et que c'est très difficile de regarder dans le temps long la stabilité en fait, d'une catégorie. Donc ça, c'est un peu le premier enseignement que je retiens. Le deuxième, c'est toujours sur les catégories. Hein. Je ne vais pas changer mon prisme de statisticien public. Donc nous, on aime bien les cases. Hein. Donc, voilà, il faut que les gens et les situations rentrent dans des cases. Mais la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Et il y a le problème des frontières. Et en fait, c'est ce que vous faites très bien dans l'analyse, c'est que on ne s'arrête pas aux cases et on regarde en profondeur les frontières, les marges des catégories des personnes qui sont déjà en marge. Et là, on voit la difficulté. Pas plus tard qu'hier, on a même eu un petit débat entre nous sur la difficulté des frontières entre sans-abri, sans domicile, sans logement personnel. Qu'est-ce qu'on fait des bidonvilles? Qu'est-ce qu'on fait des squats? Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui sortent de prison ou des hôpitaux? Bref, il y a toute une série de situations frontières qui font partie en fait du paysage et qui sont très importants en fait d'intégrer dans l'analyse. Et je crois que ce rapport, il permet justement de ne pas faire l'impasse. Et c'est aussi ce qu'on essaye de faire, mais c'est beaucoup plus difficile parce que nous, on va être amené on va être amené en fait à donner des chiffres, à essayer de quantifier. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces catégories. Mais voilà, on se rend compte que la réalité, elle est quand même beaucoup plus complexe.
Troisième point, toujours sur les catégories, les définitions, c'est la question de la référence temporelle. Parce que nous, donc quand on fait nos catégories à l'INSEE et la stat publique en général, on fait une photographie à un instant T des situations. Donc, où est-ce que la personne a dormi la veille de l'enquête? Si c'est à la rue, c'est un sans-abri. Si c'est un centre d'hébergement, c'est une personne sans domicile, etc. Donc, on a vu que ça, enfin voilà, donc, le fait de faire une photo d'un point de vue statistique, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus fiable. Ça pose pas la question de l'arbitraire de définir en fait un critère temporel. Au bout de combien de mois, au bout de combien de semaines, on est défini comme sans domicile. Mais voilà, on voit bien, et c'est justement ce que renvoie le terme d'errance, que la vie, c'est pas une photo, c'est un parcours. Et donc, voilà, ça pose la question. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment arbitré dans le rapport, et je crois même que c'est pas forcément un objectif, mais ça pose la question de, en fait, c'est quoi la référence temporelle pour définir le terme d'errance. Voilà. Merci beaucoup, parce que et finalement, on a fait le choix aussi d'appeler ça errance, c'est aussi par une forme de facilité pour ne pas répondre aux questions qui ont été soulevées ici. Et ce qui est aussi ressorti quand même, c'est de dire que cette question qui peut apparaître française n'est pas française, et ce que le travail justement d'étudiants que Pierre a notamment accompagné a permis de souligner, c'est une question qui se pose aussi à l'international. Mais si on reste en France, Thomas Lelouch, deuxième question directement, quel lien entre cette étude et l'enquête SD à venir? Alors, bon, déjà, juste un petit mot. Donc, l'enquête sans domicile, donc c'est une enquête de la statistique publique. C'est la troisième. On vient de terminer la collecte de la troisième édition. Donc, il y a eu 2001, 2012 et maintenant 2025. Donc, on a collecté, c'est-à-dire que, en fait, on va construire un échantillon représentatif de personnes sans domicile sur tout le territoire de France métropolitaine, et on envoie des enquêteurs et des enquêtrices de l'INSEE directement dans les structures, donc dans les centres d'hébergement, les distributions de repas, sur des maraudes ou des accueils de jour, pour aller enquêter des personnes directement. On interroge des personnes sans domicile, ou des personnes qui fréquentent plutôt les dispositifs. Donc en fait, on les tire au sort. Donc on a tiré au sort les associations, après on a tiré au sort les personnes, et après on a préparé un questionnaire, donc en lien d'ailleurs avec beaucoup d'acteurs, hein, donc les associations, les pouvoirs publics, les chercheurs. Et après on récupère toutes ces données et on fait un panorama de qui sont les personnes sans domicile en France donc au printemps 2025 en l'occurrence. Finalement, on a enquêté 17 000 personnes, un peu plus de 17 000 personnes là en 3 mois. Alors, donc c'est évidemment un objectif un peu différent, mais voilà, c'est très complémentaire, et bon, je vais citer quelques complémentarités. La première, c'est que c'est justement, c'est ce que j'ai dit dans ma première intervention, c'est que vous regardez la vision d'ensemble, et quelque part, une enquête de l'INSEE, on décrit la situation, mais on reste un peu sur notre faim. On a envie de connaître un peu les débouchés en termes de politique publique. Donc évidemment, c'est complémentaire d'avoir des analyses qui, à partir de l'analyse objective des situations, proposent des pistes d'action, en fait, tout simplement. Donc ça, évidemment, c'est très complémentaire. Le deuxième niveau de complémentarité, c'est le niveau géographique. Nous, sur l'enquête Stat Public, on est représentatif au niveau national. Donc c'est une enquête par sondage. C'est évidemment, on ne peut pas interroger tout le monde. Donc comme je disais, on construit un échantillon représentatif et on a des critères de représentativité. Et nous, en fait, il faut avoir suffisamment de volume pour être précis et sortir des chiffres. Et nous, on ne sera pas capable, en fait, de sortir des chiffres au niveau local. Notre enquête, elle est vraiment représentative au niveau national. On verra pour la région Île-de-France, parce qu'il y a beaucoup de volume, peut-être qu'on sortira des chiffres, mais c'est tout. On ne sortira pas des chiffres sur d'autres régions, pas sur des départements, pas sur des communes, et sûrement pas sur des carrés de 200 mètres par 200 mètres. Donc, du coup, quelque part, c'est très important d'avoir en complément de la photo nationale, des analyses locales, parce que les politiques publiques, souvent, elles sont locales. Et donc là, il y a un niveau de complémentarité évident. Et puis, voilà, il y a des choses que nous, tout simplement, on ne pourra pas décrire. Les lieux, la typologie des lieux d'errance, les stabilités, le déplacement dans l'espace public. Donc tout ça, c'est évidemment très complémentaire. Et je pense qu'un autre point intéressant, c'est qu'avoir des données locales,
ça permet de comparer justement aux données nationales que nous, on pourra produire. Et la troisième complémentarité, mais là je vais être très rapide parce que c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est la question des frontières. Donc je pense notamment aux lieux de vie informels. Il y a un certain nombre de situations assez particulières que nous, on a essayé de décrire dans l'enquête. En tout cas, on a essayé d'y aller. Mais comme je disais, on n'aura pas suffisamment de volume pour sortir, par exemple, des chiffres sur c'est qui les habitants des squats et des bidonvilles en France. En fait, tout simplement, on ne sortira pas parce que ça ne rentre pas dans nos canons de statistiques publiques, de critères en termes de volume, de précision. Mais on les a intégrés. Déjà, c'est très important pour montrer que ça faisait partie de la problématique. Et clairement, en fait, quelque part, leur parcours, leur trajectoire, ils seront intégrés dans les moyennes nationales et dans les statistiques nationales qu'on va sortir. Donc, c'était très important. Mais on a besoin d'analyses complémentaires sur ces marges spécifiquement, donc des études spécifiques dédiées sur ces publics-là pour éclairer la vision nationale. Beaucoup. Je note qu'en 2014, l'APUR et l'INSEE avaient publié, par des collègues qui ne sont pas là aujourd'hui, une note sur l'agglomération de Paris. Et donc peut-être qu'avec SD 2025, ce prochain programme de travail, on pourra le faire quand même à une échelle territoriale plus fine que la France. Et deuxième chose que je voulais noter aussi, et pour les remercier, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont ici présentes, c'est aussi toutes les données d'activité, les données d'estimation. Le graphique qui vous a été présenté, il me paraît assez simple comme ça. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de décomptes qui ont été réalisés, notamment par France Terre d'Asile, que je remercie, que l'on remercie, pour d'avoir accepté de partager cela, mais également l'unité d'aide aux sans-abri de la ville de Paris. Donc si on passe de la France à l'international, Pierre-Éloi, vous avez été tuteur du projet collectif fait avec l'école urbaine notamment. Qu'est-ce que vous retenez un peu plus spécifiquement de cette deuxième note, ce petit complément? Tout d'abord, un immense remerciement et une félicitation aussi aux étudiants de Sciences Po, aux 4 étudiants qui ont réalisé ce travail, étant donné que la demande, elle était quand même extrêmement ambitieuse, c'est-à-dire qu'on avait un semestre d'université, c'est-à-dire 3 mois, pour réaliser donc une étude sur 8 métropoles et qui visait à essayer d'identifier la façon dont les personnes sans domicile, sans abri, sans logement personnel étaient définies, comment elles étaient dénombrées, recensées et quelles étaient les politiques publiques qui étaient mises en œuvre en fait, pour appréhender ce problème public. Tout d'abord, premier résultat sur les définitions. Tout d'abord, sur la question des définitions, ce qui a été retenu, c'est qu'il n'y a pas évidemment de définition unique internationale. Il y a en fait un ensemble de définitions sur ces 8 métropoles. Mais il y a quand même un socle commun, c'est-à-dire que quand on va parler de personnes sans abri, ce sont des personnes qui vivent à la rue ou dans des lieux non prévus pour l'habitation, sachant qu'il y a quand même certaines variations qui vont dépendre notamment dans certains pays d'Europe, issus de la grille Ethos. La grille Ethos, c'est une grille qui a été réalisée par la FEANSA et qui vise à justement uniformiser la façon dont on va définir ces personnes. Et à Helsinki, par exemple, la population sans-abri intègre également les personnes qui sont hébergées dans l'hébergement d'urgence. Donc on va avoir des variations forcément dans la façon dont on va définir ces personnes. Certains pays vont davantage axer la définition sur la présence et la visibilité dans l'espace public, alors que d'autres vont avoir davantage une approche institutionnelle et administrative. C'est notamment le cas donc, des États-Unis ou encore à Rome, où on va définir ces personnes du fait de leur absence de domiciliation administrative. Donc c'est pas tant ici la visibilité dans l'espace public qui compte, mais plutôt une situation administrative particulière. Bien évidemment, les définitions, qu'elles soient celles de sans domicile ou de sans-abri, c'est des définitions qui ne sont pas neutres, étant donné qu'elles conditionnent également
le fait d'avoir accès à certains droits sociaux, à certaines aides publiques, et selon que la personne donc, soit visible ou non dans l'espace public, il peut y avoir en fait un effet, un impact assez important aussi sur ce type d'aide. Le travail des étudiants a mis aussi en lumière certains effets d'éviction dans des pays que l'on qualifie comme très bons élèves en fait, dans l'accompagnement des personnes sans domicile. C'est notamment le cas d'Helsinki, où à Helsinki, il y a eu une baisse très très importante de la population sans abri, notamment par la mise en place de programmes de logement d'abord qui ont été particulièrement efficaces sur la réduction de cette population, mais dans le même temps avec des effets d'éviction assez importants pour des personnes qui ne peuvent pas être intégrées dans ce type de programme, et c'est notamment la population migrante, dans un pays dans lequel, de fait, les flux migratoires sont quand même nettement plus faibles que dans d'autres pays européens. Donc on a en fait des politiques où, malgré leur bon fonctionnement, il y a quand même nécessairement à un certain moment un revers de la médaille. Donc, et en ça, le travail des étudiants a été assez important et intéressant. Il y a aussi toutes les questions sur les méthodologies de dénombrement. Alors, les méthodologies de dénombrement, donc des personnes qui, à l'image de ce qui est fait à la ville de Paris avec la Nuit de la Solidarité, elles varient fortement selon donc, la périodicité. Il y a certaines villes qui font ça tous les ans, d'autres tous les 2 ans. Il y en a d'autres qui font ça tous les 6 ans. C'est aussi les moyens qui peuvent être mis en œuvre. Certaines villes comme à Londres, où vous allez avoir un échantillon représentatif de la population sans-abri qui va être dénombré, environ 20% de la population, et à partir de cet échantillon, on va donc transposer, essayer de dénombrer, de quantifier l'ensemble de la population. Vous allez avoir dans certains cas ce dénombrement des personnes sans abri qui va être adossé à une enquête plus approfondie en termes une enquête administrative ou une enquête sociodémographique pour mieux connaître aussi les caractéristiques de cette population. Et parfois, on va associer cette nuit de la solidarité à d'autres sources qui vont permettre de donner une image assez globale de l'ensemble de la population qui vit en marge du logement. Donc là, ici, on a vraiment une diversité de ces situations, et comme ce qui a été soulevé pendant la présentation, c'est que l'ensemble de ces estimations, elles sont bien évidemment à minima, et le travail souligne à quel point il reste pour l'ensemble des pays et de l'ensemble des acteurs, il est extrêmement difficile de pouvoir quantifier cette population, notamment dans certains contextes où en fait on a une part de logement informel qui est particulièrement élevée, de squat, etc., comme c'est notamment le cas à Sao Paulo. Troisième et dernier point, sur la question des politiques publiques, là, le lien a été intéressant à faire entre les politiques de logement social dans des contextes très différents. L'intérêt de cette étude, c'est aussi de regarder ce qui se passe dans les pays qu'on peut qualifier de sud global, c'est-à-dire de décentrer un peu la focale et de ne pas uniquement se concentrer sur les pays européens ou les pays d'Amérique du Nord. Au début, ça a été quand même un défi, hein. Ça a été de se dire, en fait, est-ce qu'il existe des politiques qui sont menées pour ces populations-là dans les pays comme là, ça a été le cas de la Colombie et du Brésil. Et en fait, on a essayé de regarder ensemble s'il y avait un intérêt en fait à aller aussi enquêter, étudier auprès de ces pays-là. Et en ça, c'était vraiment intéressant parce que les stratégies sont différentes. Les problèmes publics qui sont mis en œuvre pour recenser ces populations sont différentes. On a un axe qui est très important autour des populations en errance et qui vont être consommatrices de drogue et qui sont dans l'espace public. Et on a aussi, et ça c'est l'étude qui l'a mis en avant, un paradoxe entre d'un côté une approche très de politique sociale, très solidaire, et dans le même temps une approche répressive. Et ça, c'est le cas dans quasiment toutes les métropoles, et ça a été notamment mis en avant, que ce soit un droit à l'hébergement comme à New York qui est toléré depuis 1981, et dans le même temps une interdiction des campements, ou la ville de San Francisco qui est l'une des villes dans lesquelles il y a le plus de lois anti-SDF dans toute la Californie, et un développement du mobilier urbain hostile qui est en pleine croissance aussi dans de nombreuses métropoles. En termes de synthèse, cette étude, elle montre que les problèmes publics
autour de cette question des personnes sans domicile ou sans abri vont se construire différemment selon les contextes nationaux, et que ces constructions des problèmes publics, elles viennent donc conditionner nécessairement les définitions des personnes, enfin les définitions qu'on a de ce problème public, les méthodes de dénombrement et également les réponses apportées. Donc il y a des variations assez importantes selon les contextes. Et peut-être pour terminer, l'une des questions que soulève en fait cette synthèse, c'est comment est-ce qu'on va passer d'une approche ciblée et fragmentée à une véritable intégration aussi dans les politiques de droit commun. Merci beaucoup. On insiste beaucoup sur les définitions et en fait, en nous écoutant, je me disais si une personne accueillie, accompagnée, concernée, réfléchissez à comment on lui dit qui je suis, où me mettre. Je ne sais pas comment elle le ferait. C'est quelque chose que l'étude n'a pas pu, on ne peut pas tout faire, souligner, mais je me dis c'est un des sujets qui se posent notamment. Et peut-être aussi rendre à César ce qui vient de César. L'origine, on était plutôt sur des métropoles nord-américaines et européennes. Ce sont les étudiants avec Pierre Eloi qui ont proposé aussi d'élargir la focale. Et justement, Tommaso, vous connaissez un peu ces étudiants vu que ils viennent de votre école. Dès lors, vous êtes également italien, vous connaissez un peu ce contexte-là. Et quelles inspirations vous avez de cette note et plus largement de l'étude en termes de pistes sur l'international ou pour le Grand Paris? La question des pistes et des inspirations, je la tiens au cœur. Je voulais dire une chose en prémisse et après je réponds vraiment. Alors, il ne faut jamais être trop déterministe, bien évidemment, mais on peut être un petit peu déterministe si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays. Donc, je pense qu'il y a quelquefois on regarde ce qui se passe dans d'autres villes, dans d'autres pays pour comprendre le fonctionnement, comprendre certains mécanismes, s'inspirer et après faire des choses très différentes. Et d'autres fois, on regarde pour essayer un peu de faire face à l'incertitude. Moi, la première chose que je voulais dire, c'est que là, on parle de errance. Et moi, je trouve que c'est très bien de parler d'errance. L'errance est plus ou moins dans tous les pays plutôt stable. Mais si on doit dire à quel moment l'errance est un peu augmentée dans le sens de et augmenter le nombre de personnes en errance dans des métropoles attractives, ça c'est très souvent lié à un phénomène beaucoup plus large qui est la pauvreté. Plus ou moins, sans être trop déterministe, mais si la pauvreté augmente, ça augmente aussi la vulnérabilité de personnes qui ne sont pas pauvres, mais qui sont un peu à risque. Et dans l'ensemble, il y a un peu plus de personnes qui tombent dans des formes d'errance sévères. Alors, la première chose que je pense qu'il faut regarder et voir, c'est que la France, en ce moment, est le pays européen et un des pays au monde qui a eu l'augmentation de la pauvreté la plus spectaculaire et la plus rapide. Et avec une quantité de points de pourcentage plutôt importante. Après, on peut la mesurer de façon différente. Ça ne veut pas dire qu'elle va se traduire tout de suite avec une très forte augmentation de ces chiffres stables de errance, mais ça veut dire qu'on rentre dans un petit peu d'incertitude. Et que cette incertitude peut être une situation où les services, les réponses, les choses qui sont plutôt bien faites, qui sont décrites, peuvent être sous très forte tension. Et donc, peut-être la maltraitance peut un peu augmenter, pas car ça baisse la qualité des organisations, mais car elles doivent faire face à plus de volume ou d'autres choses qui peuvent arriver.
Alors, ça, c'est ma prémisse. J'ai aussi une deuxième prémisse pour répondre. C'est que pour faire des interventions et des politiques pour les Reims, Paris, le Grand Paris, les villes autour de Paris n'ont pas eu besoin d'avoir un plan de gestion et régulation de l'errance. Elles ont fait. Il y avait des problèmes, ils ont donné des réponses. Il y avait des nouveaux problèmes, ils ont donné de nouvelles réponses. Paris, le Grand Paris, a cumulé des layering, des strates de réponses, plutôt des qualités. Et personne n'a jamais eu besoin d'un schéma directeur de l'errance ou d'un plan de l'errance. Et c'est là que, grâce à votre travail, on peut peut-être imaginer de faire un schéma directeur de l'errance, d'avoir un plan sur les questions d'errance qui puisse s'articuler avec un plan plus large d'aménagement du territoire. Alors, pourquoi j'ai dit on n'a jamais eu besoin de ça et aujourd'hui on peut le faire grâce à vous? Car en fait, ça sert à quoi faire un plan? Faire un plan, ça ne sert pas à faire. Car si on veut faire, car il y a des pressions politiques, on va faire. Et toutes les questions d'errance, de gestion et résorption des bidonvilles ont été faites hors plan, hors planification. Alors, en fait, faire un plan sert à faire mieux, c'est-à-dire à voir les problèmes et avoir des discussions et essayer de façon un peu incrémentale, à améliorer ce qui est fait. Alors, moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, grâce à votre travail et au travail de benchmark et de réflexion qui a été fait, il y a toutes les conditions pour faire un schéma directeur, pour planifier, dans le sens noble du terme, strategic planning, sur les questions d'errance, en sachant que c'est quand même politiquement sensible, que c'est toujours des mélanges d'hospitalité et du pire de la répression, mais que le fait de regarder l'ensemble et se mettre dans une démarche qui, face à l'incertitude qui peut arriver, se prépare, moi je trouve qu'il y a beaucoup de sens. Bien évidemment, ça ne se passerait jamais à l'échelle du Grand Paris si on n'a pas de levier. Et moi, je pense que, pour répondre à votre réponse, si on regarde ce qui font les autres villes, on peut réfléchir au moins à 5 ou 6 leviers. Alors, un premier levier qu'on retrouve, par exemple, à Sao Paulo, mais si on doit dire, par exemple, c'est exactement ce qui a fait Milan, qui n'est pas dans l'étude, mais que je connais pour d'autres raisons. Le levier institutionnel pour arriver à penser une gouvernance stratégique et planifiée de l'errance, c'était faire coalition entre acteurs différents. Donc, partir des problèmes d'espace public et faire coalition entre deux groupes d'intérêts qui jamais se rencontrent, c'est-à-dire le public associatif, pro-pour, et le public des aménageurs. Et lorsque dans les villes, ces deux types de groupes d'intérêt arrivent à faire coalition, c'est un levier pour les institutions pour arriver. Deuxième levier. Alors, ce n'est pas dans l'étude, moi je l'ai vu seulement à Bratislava, et c'est gérer les conflits d'usage dans l'espace public qui sont beaucoup liés à l'errance, qui peuvent être liés aussi, pas seulement à des problèmes ou des formes de violence ou de dealers, ça peut être par exemple des formes de distribution de nourriture, comme à Paris, dans les mêmes lieux où il y a un festival musical. Donc, c'est prendre des conflits d'usage pour arriver à avoir un levier
pour pousser une forme de plan stratégique. Lisbonne a adopté un troisième type de levier, beaucoup moins organisationnel, c'est un levier institutionnel très fort. Les parties prenantes se sont dit, on garde le même niveau de dépenses et on va changer le contenu des dépenses. Ça, c'était le levier. C'est-à-dire, on va innover ce qu'on fait, mais ce n'est pas pour baisser les dépenses. Et ça a permis de faire coalition et de s'approcher à un modèle de schéma directeur. Quatrième exemple, Berlin a utilisé le bénévolat et imaginé la qualité des services comme levier pour faire des services pour le public en errance et pour un public générique, notamment autour de la santé mentale. Là, c'était un critère de qualité pour rapprocher des targets, des publics très différenciés et arriver, encore une fois, à avoir des formes de consensus et de soutien pour arriver à améliorer l'ensemble de l'offre. Et dernière chose, je pense que ce qui m'intéresse comme levier pour l'action, c'est le cas de Rome, un peu, et peut-être, si je dois dire par mon expérience, Vienne. Comment dire Vienne. Alors, c'est très intéressant car Rome, beaucoup plus que Vienne, mais il ne faut pas sous-estimer ça. C'est des villes un peu bordéliques. C'est-à-dire, c'est des héritages impériaux. Ils n'arrivent pas à faire de la gouvernance pour arriver à des plans. Et donc, le levier institutionnel, c'est très évident à Rome, même si Vienne est allé un peu plus loin, c'est se doter d'une méthode par étape, un peu scolaire, 101, mais qui a aidé à penser à une méthode que tout le monde a respectée pour arriver à. Donc, il faut connaître, mesurer, évaluer, planifier. Bon, très banal, mais ça aide à trouver un levier de transformation institutionnelle. Il y a des choses très ambitieuses ou des choses presque scolastiques. Mais moi, je pense qu'on peut apprendre cette ambition à faire face à l'incertitude qui va arriver. Merci beaucoup. Donc, c'est un prochain projet collectif comparatif qui vient d'être dessiné. Merci beaucoup. Pour peut-être conclure ce tour, Axel Brody-Doino, une question que vous vous êtes vous-même posée, parce qu'on vous a demandé de vous poser des questions. Donc, ce n'est pas moi qui pose la question, mais qu'est-ce que ces évolutions disent plus largement de notre société, de notre rapport à la pauvreté ? Ouais, en 2 minutes. Oui, en 2 minutes, je vais essayer. Non, en fait, ce qui m'intéressait, c'est toujours, puisque vous avez repris la question de l'histoire, moi, c'est toujours cette question du sens. La question du sens à la fois comme direction et la question du sens en tant que signification de ce qu'on observe dans l'errance et dans son traitement. Et ça m'a évoqué plusieurs idées. La première, qui est un message extrêmement positif, parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, et vous avez commencé qu'au fin 19e siècle, en fait, vous n'avez pas traité d'un millénaire de répression. Et on vient de la répression. Au Moyen-Âge, vous étiez mendiant ou vagabond, on vous marquait au fer rouge, on vous coupait une oreille, on vous clouait au pilori, et après, on vous envoyait à la pendaison. À l'époque moderne, on vous enfermait dans des dépôts de mendicité, on vous laissait crever dans des situations sanitaires et absolument innommables, etc. Donc en fait, on vient quand même de très très loin, et finalement, on est dans une histoire de longue durée qui est un progrès. Et quand vous regardez, vous êtes passé de la répression à l'assistance, ces années 90 que vous avez évoquées, on ne sait pas trop où vous les mettez, mais ces années 90, début des années 2000, c'est des années extraordinaires. On invente le SAMU social, on invente les plans francs, on invente les accueils de jour, on invente les lits infirmiers, on invente le 115, on invente les pensions de famille. Enfin, il y a un avant et un après
Années 90, on fait des choses de plus en plus ciblées, les SDF avec chiens, les SDF jeunes, femmes, etc. Voilà. Les 2007, c'est la fin de la remise à la rue, c'est les politiques de stabilisation, d'humanisation. Donc sur la longue durée, il faut vraiment voir qu'on va vers des progrès absolument considérables qui s'expliquent par une série de facteurs, mais qui sont extraordinairement importantes pour jauger ce qui se passe. Le deuxième message, j'irai beaucoup plus vite, qui est tout aussi positif et qui n'est pas souligné dans ce rapport, qui est un angle mort, mais auquel je tiens vraiment beaucoup, c'est que tous ces changements positifs, c'est les associations. Et là, on est dans le siège d'une association. Le SAMU social, c'est une association, etc. Vous les connaissez tous. En fait, ce sont les associations qui sont à l'origine de toutes ces transformations extrêmement progressistes qui ont cette action sur le terrain et qui font aboutir justement à ces stabilisations. Et là, un tout petit mot sur la catégorie d'errance. On a tous souligné à quel point elle était pertinente, heuristique, intéressante, mais elle a un point faible, par exemple, c'est que moi, il y a un sans-abri que je suis juste à côté de chez moi qui est bulgare, sans papier, on est à 18 ans, on était à 18 ans au Bois de Vincennes. Il vient d'avoir un hébergement de stabilisation. Et bien lui, il n'est plus en errance. Et je pense que dans sa tête, l'errance, c'est fini. Il fait partie de votre public en errance, mais en fait, ça y est. Dans sa tête, il est sorti de l'errance. Et bon, voilà, ça, c'est les messages positifs et les transformations des associations. Le troisième message qui est beaucoup moins positif, parce que vous savez tous la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qui est extrêmement difficile, extraordinairement compliquée, c'est qu'on a toujours eu besoin d'avoir des bons pauvres et des mauvais pauvres, des figures de compassion, et on les trouve dans votre rapport, et des figures de répression, des figures des boucs émissaires, les étrangers, les déviants, les Roms, les gens du voyage, tous ceux qui ne respectent pas les valeurs de sédentarité et de travail et qui induisent des choix politiques de sous-dimensionnement de certains dispositifs qui peuvent être, ce que Pierre a dit, des types d'enfermement et qui peuvent être aussi des réponses plus qualitatives pour les bons pauvres. Donc il y a vraiment la question politique derrière. Le quatrième message qui est moins positif aussi, c'est que vous savez très bien, quand on regarde nos trajectoires sur la longue durée, on a extraordinairement progressé jusqu'aux années 90-2000 et depuis, c'est beaucoup plus difficile. On est dans des replis, on est dans des durcissements qui ciblent toutes les figures de la pauvreté de façon générale, mais les publics en situation d'errance en particulier, les assistés, les étrangers, ces questions de conditionnalité du droit, etc. Ces replis, et donc aujourd'hui, quand il y a des avancées, c'est des fois juste quand il n'y a pas des reculs et quand on arrive péniblement à augmenter un tout petit peu le nombre de places pour ne pas le faire réduire. Et le dernier message enfin, c'est qu'on voit bien dans votre histoire, celle que vous déployez, comment en fait on a un contrat social qui est basé sur une série de tensions qui sont constitutives. Est-ce qu'on protège l'individu ou est-ce qu'on protège la société? Et on n'arrive pas à penser que protéger l'individu en détresse, c'est aussi protéger la société. On n'arrive pas à l'articuler. Est-ce qu'on fait de la répression? Est-ce qu'on fait de l'assistance? Est-ce qu'on fait de l'hostilité? Est-ce qu'on fait de l'hospitalité? Est-ce que la dette, c'est la société envers l'individu dans le besoin ou c'est l'individu dans le besoin qui est en dette vis-à-vis de la société? C'est une question extraordinairement actuelle dans les politiques sociales. Est-ce qu'il faut accueillir ou est-ce qu'il faut rejeter des migrants? Est-ce qu'il y a un devoir de travailler ou est-ce qu'il y a un droit d'obtenir un emploi? Est-ce qu'il faut faire un parcours en escalier ou du logement d'abord? Est-ce qu'on fait des politiques universalistes ou particularistes, etc. Et donc en fait, tout ça, tout ce que vous montrez, que vous évoquez dans ce rapport, c'est des questions qui sont constitutives de notre contrat social, qui nous interrogent, qui dessinent un éventail des possibles. Et un dernier petit mot pour dire que vraiment, s'il y a une chose à faire, je pense, dans ce rapport, si vous n'avez pas le temps, allez directement aux préconisations, parce qu'elles sont remarquables. Non, mais en vrai, elles sont remarquables et elles dessinent précisément dans cet éventail des possibles, là où il faudrait aller pour avoir un contrat social un peu plus apaisé.